ravi de vous voir aussi nombreux sur ce sujet capital. Je me permets simplement de vous préciser que la conférence sera traduite en temps réel. A priori, les 4 intervenants parleront en français, mais voilà, la traduction sera possible parce qu'on a peut-être des anglophones dans la salle. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse prendre connaissance de l'affiche. Alors la FHF est particulièrement investie dans le sujet de la transition écologique depuis un certain temps. Nous avons publié 50 propositions en faveur de la transition écologique en septembre 2020. 2 des 30 ambitions qui sont parues en début d'année et qui étaient consacrées à la transition écologique étaient à destination évidemment des candidats à la présidentielle et aux élections législatives. Nous avons aussi lancé une série de webinaires consacrés à la transition écologique en santé, qui sont destinés évidemment aux établissements de santé et médico-sociaux et qui portent sur plusieurs sujets, les déchets, les achats, la restauration, mobilité, etc. Et tout à l'heure, à l'issue de cette conférence, à 16h30, nous allons remettre les 3 prix de la transition écologique, qui est la première édition a lieu cette année, donc ce sera sur le stand animation au niveau du stand de la FHF. Donc je vous invite à nous rejoindre. Évidemment, difficile d'aborder une thématique aussi large que la transition écologique en santé et aussi capitale pour notre avenir et celui du système de santé à de très nombreux titres en seulement 1h30. Nous avons donc choisi de centrer notre propos sur un des sujets principaux pour les au moins 10 ans à venir, l'usage unique. Usage unique qui a suscité un écœurement compréhensible de la part des hospitaliers durant cette crise Covid. Aucun chiffre réellement solide sur l'usage unique à l'hôpital, mais je vais vous donner quelques éléments de contexte chiffrés. Donc 4,8 millions de tonnes de plastique consommées en France, 48 millions en Europe, 700 000 tonnes de déchets, tout confondu, dans les établissements de santé français. Chiffre 2010 de l'ADEME, 150 000 tonnes de DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, selon le Haut Conseil pour la santé publique en novembre 2020. Évidemment, ce ne sont pas directement des chiffres liés à l'usage unique, mais on voit l'importance déjà de la transition écologique et surtout que l'usage unique est largement représenté et niché dans ces différents chiffres. On ne compte plus les impacts sur l'environnement, sur la santé humaine, à tous les stades d'utilisation, de production ou même de recyclage du plastique, rejet dans l'air en cas d'incinération, enjeu de micro et de nanoplastique dans l'eau. Et je ne parle ici que du plastique. Beaucoup d'éléments à usage unique pouvant également être en métal, par exemple les lames de laryngoscope, les ciseaux chirurgicaux utilisés pendant quelques secondes. Un dernier point avant d'entendre nos 4 intervenants. L'usage unique concerne évidemment les soins et en particulier le bloc opératoire. Mais nos intervenants l'évoqueront certainement. L'usage unique concerne également d'autres pans de l'activité hospitalière et notamment la logistique avec les enjeux de linge et de restauration. On l'a évoqué ce matin lors d'une autre agora, les barquettes plastiques sont sans doute l'enjeu des 5 prochaines années minimum pour la restauration. Alors, pour répondre d'emblée à la question, l'ère de l'usage unique est-elle révolue ? Cessons ce suspense insensé. Non. Clairement, l'ère de l'usage unique n'est pas encore révolue, mais beaucoup travaillent à l'amélioration des pratiques et à la baisse drastique du recours à l'usage unique. Et nous allons justement les entendre. Comme toute introduction un peu courte, elle était bien sûr trop longue. Donc, je vais présenter la première intervenante, Andrea Zotinka. Donc, vous êtes chef de projet économie circulaire en santé pour Healthcare Without Harm, une association consacrée à la transition écologique en santé basée à Bruxelles. Vous allez notamment introduire le sujet de la réduction de l'usage du plastique et nous présenter un guide, un toolkit, justement consacré à la réduction de l'usage unique que vous avez coécrit. Je vous laisse la parole. Merci. Ça marche ? Oui ? Ok. Merci. Alors, je m'appelle Andrea Zotinka et c'est la première fois que je fais cette présentation en français. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais parler aujourd'hui de notre travail sur les plastiques dans les soins de santé. On a créé l'année passée un document sur la mesure et la réduction des plastiques dans les soins de santé. Et ce document est censé contenir toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir commencer à travailler sur ce sujet.
ou même continuer le travail si on a déjà commencé. Pour le moment, il est disponible juste en anglais et en espagnol, mais on va le traduire en français aussi, je pense, d'ici fin juin. Alors, c'est prêt. Je vais commencer avec la hiérarchie des déchets. Ça, c'est un outil très important pour nous. C'est un outil qui nous aide à choisir les meilleures actions pour pouvoir réduire l'impact de nos déchets. Et bien entendu, la méthode la plus efficace est de ne pas créer de déchets de tout. Et ça peut être fait suivant les conseils de la partie en haut de la hiérarchie des déchets. On peut faire en refusant et en réduisant le plastique qui ne sont pas nécessaires. Et il y a plein d'opportunités dans les soins de santé. Aussi, j'ai écrit là-bas recréer, mais je pense que ce n'est pas le bon mot, mais plutôt repenser les produits pour qu'elles soient plus durables et aussi très important pour qu'elles puissent être réutilisées. Et ça, c'est l'endroit où on devrait mettre le plus de nos efforts sur ces sujets. Après, la partie en bas, c'est quand le produit est déjà devenu déchet et ça devient déjà plus difficile à gérer et déjà son impact est déjà créé et beaucoup plus élevé que s'il aurait pu être réutilisé. Alors, pourquoi travailler sur les plastiques dans les hôpitaux? Je pense que vous le savez déjà, vous le voyez. Il y a des montagnes de plastique à l'usage unique dans les hôpitaux. Et j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vraiment arrêté un petit peu, peut-être pour penser, pour se demander qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ou qu'est-ce qui peut être un petit peu trop. S'il y a vraiment un risque ou si le risque est minuscule ou presque inexistant, ce sont des questions qu'on devrait se poser parce que dans notre travail, on a trouvé plein d'objets intéressants jetables, comme les rideaux entre les lits des patients jetables. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on nous parlait d'un projet pour recycler ces rideaux à l'usage unique. Et on était là, mais pourquoi avoir des rideaux à l'usage unique en fait? Pourquoi essayer de les recycler quand on pourrait juste avoir des rideaux réutilisables? Je aussi veux partager avec vous ces résultats d'une étude qui a été faite, qui a comparé les émissions des opérations de la cataracte entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Et la Grande-Bretagne avait des émissions 30 fois plus élevées que l'Inde. Et ça, c'était parce que les systèmes en Inde étaient plus efficaces et aussi ils réutilisaient des équipements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient aussi un taux d'infection plus faible. Ça, ce n'est pas pour tous les hôpitaux de Grande-Bretagne ou pour tous les hôpitaux de l'Inde, mais pour les hôpitaux qui participaient dans cette étude, c'est très intéressant de savoir quand même. Et je pense que c'est important d'être ouvert et aussi d'avoir un esprit critique sur nous-mêmes et notre façon de faire les trucs et aussi regarder en dehors d'Europe pour apprendre, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Alors, quelques bases sur les plastiques. OK, les slides ne sont pas parfaites, mais ça va. Alors, je pense que tout le monde connaît déjà l'impact du plastique à la fin de sa vie, mais aussi les plastiques sont très étroitement liés à l'industrie fossile. En fait, c'est comme un plan de réserve pour l'industrie fossile parce qu'avec l'énergie, ça commence à ne pas marcher si bien, au moins ici en Europe. Moi, je suis de Roumanie, je pensais à ça. Alors, avec le changement vers l'énergie renouvelable, l'industrie fossile met de plus en plus d'investissements dans la pétrochimie et dans le plastique. Alors, c'est vraiment un risque parce que tous ces objets plastiques sont poussés sur nous un petit peu. On n'a pas toujours besoin d'eux. Les plastiques ont aussi un impact négatif sur la santé, ce qui est très pertinent pour les soins de santé. La plupart des plastiques ne sont pas recyclés, mais ils sont en fait incinérés ou mis en décharge. Moins de 10% de plastique du monde a été recyclé jusqu'ici. Le problème est qu'on a une surconsommation de produits en plastique et pas assez de capacité pour tout gérer. Et c'est impossible de réussir à tout recycler, en fait, sans d'abord réduire l'usage là où il n'est pas nécessaire. On a aussi un grand problème avec les exportations de déchets ici en Europe. Une grande partie de nos déchets sont envoyés dans des pays du Sud. Il y a eu juste récemment une étude en Angleterre faite par Greenpeace qui ont regardé les plastiques d'Angleterre qui étaient censés être recyclés, mais qui étaient en fait envoyés en Turquie et juste laissés en plein air là-bas ou même brûlés en plein air, ce qui avait bien sûr un impact
très négatif sur la population locale, sur la santé de ces gens et aussi sur l'écosystème local. Je ne vais pas parler de tout ça parce que je n'ai pas le temps, mais vous pouvez toujours m'écrire plus tard si vous voulez plus d'informations. On a aussi un chapitre dans notre document sur les substances chimiques toxiques dans les plastiques médicaux, parce que les dispositifs médicaux contiennent des substances auxquelles les patients sont exposés, et ça c'est le plus grave pour les patients vulnérables, comme les nourrissons, les enfants, surtout les bébés prématures, parce que ils sont dans une période clé de développement et ces substances chimiques toxiques ont un impact plus élevé sur eux que sur les adultes, par exemple. Alors, c'est très important de diminuer leur exposition à ces substances toxiques. Alors, pour le plastique dans les soins de santé, nous, dans notre projet, on a fait déjà quelques audits de déchets plastiques avec quelques hôpitaux en Europe. Et on a aussi regardé les données d'achat de ces hôpitaux. Et c'était très intéressant de voir les résultats. Pour un de nos participants, par exemple, 6 catégories de produits représentaient déjà plus de 60% de tout le plastique utilisé chaque année. Et juste les gants, à eux seuls, étaient presque 18% de tout leur plastique dans cet hôpital. Et c'est un numéro très élevé, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on aura une présentation plus tard sur la réduction des gants. Alors, ça va être intéressant. Ici, il y a quelques photos de nos audits de déchets. On a trouvé plein de trucs. C'était intéressant aussi de voir, comme vous voyez, il y a une image avec de la nourriture qui était toujours emballée dans son emballage plastique qui n'a même pas été touché. C'est très important, c'est très intéressant de regarder. Alors, je vous recommande de le faire vous-même si vous avez la chance. Et on a une méthodologie pour ça, si vous voulez. Elle est disponible dans le document sur notre site avec toutes les étapes. On a aussi un outil de collecte de données qui est juste un fichier Excel où vous pouvez mettre les données de votre audit et après, ils vont être représentés d'une façon plus visuelle pour voir les résultats. Et c'est intéressant de faire, même pour une quantité petite de déchets. Ici, il y a plus de photos avec les déchets. OK, maintenant qu'on sait que le plastique est un petit peu mauvais, qu'on a fait les audits de déchets, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment réduire nos plastiques? Dans notre document, on va dans plus de détails sur l'hierarchie des déchets et avec des exemples et des études de cas. Maintenant, je vais dire tout en cours. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est de se demander si le plastique peut être évité. Alors, réduire et juste refuser de l'utiliser, parce que je pense qu'il y a plein de gaspillage dans les hôpitaux. Il y a plein de produits qui ne sont même pas utilisés, qui sont jetés. Je pense ici aux kits médicaux avec tous les dispositifs dont on a besoin pour une opération, mais une partie d'entre eux, en fait, ne sont pas utilisés d'habitude. Alors, ils vont juste être jetés sans être utilisés. Aussi, on a eu récemment, avec un de nos audits, on a trouvé beaucoup de brosses à dents jetables. Alors, on se demandait pourquoi donner des brosses à dents automatiquement aux patientes au lieu de juste leur demander peut-être d'amener leur propre brosse à dents. Et si jamais, bien sûr, si jamais ils ne peuvent pas ou si c'est quelque chose de plus urgent, d'avoir... Mais juste, c'est important d'être, comme je l'ai dit, un petit peu critique et penser où est-ce que c'est nécessaire, où est-ce que c'est possible de réduire. Il y a aussi plein de possibilités dans la restauration. Oui, et on entendra plus sur les gants aussi un petit peu plus tard. Là, il y a beaucoup d'opportunités. Un élément clé pour travailler sur les plastiques, c'est vraiment de voir comment on pourrait réintroduire des produits réutilisables dans les systèmes de santé, là où il est possible, là où il y a des alternatives. J'ai dit déjà, peut-être la restauration serait le plus facile parce qu'on a déjà plein d'alternatives réutilisables qui fonctionnent très bien. Mais aussi dans les textiles qui sont utilisés, on a vu maintenant avec le Covid, avec la pandémie, qu'il y a eu des grands problèmes avec l'équipement de protection, par exemple. Et il y avait des hôpitaux qui ont réussi à commencer à utiliser des tabliers, par exemple, réutilisables durant la pandémie. Et en fait,
ils ont trop aimé et ils vont continuer à le faire parce que c'était aussi moins cher et ça donne aussi de résilience à leur hôpital. Et dans notre document, on a plus d'études de cas sur le tablier. Aussi, on a une étude de cas sur les couches réutilisables qui vient d'ici, en France, du centre hospitalier Angoulême. Et ils ont fait un très bon travail en changeant de couches jetables aux couches réutilisables et aussi en éduquant les parents sur les avantages de ces couches réutilisables. Il y a aussi des avantages sur l'économie, pas juste sur l'environnement. Après, je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas, mais il y a aussi le retraitement, j'espère que ça c'est le bon mot, reprocessing, oui. Retraitement de dispositifs médicaux à l'usage unique, qui peut amener des avantages économiques et aussi environnementaux. Il y avait un numéro là-bas, je pense que c'était 496, j'habite en Belgique alors c'est plus facile avec 90, millions d'euros qui étaient sauvés chaque année en Europe, aux États-Unis et en Canada avec le retraitement de dispositifs médicaux. Et on a aussi un petit étude sur ça, mais on écoutera plus sur ce sujet aussi dans une présentation qui va venir. Le voilà, c'était le bon numéro. Il y a aussi 7000 tonnes de déchets qui sont sauvés. Maintenant, pour le recyclage, je vous ai déjà dit, ce n'est pas vraiment ma solution favorite, mais je sais qu'il y a quand même en place pour le recyclage aussi. Si on réussit à réduire tous les plastiques qui ne sont pas nécessaires et à réutiliser le plus que possible, on peut là voir le recyclage aussi. Mais c'est très important de s'assurer qu'il y a de la transparence dans le recyclage, que les déchets ne sont pas juste envoyés quelque part loin de nous, parce qu'on ne peut pas juste jeter un produit dans un sac où c'est écrit recyclé et après juste oublier, parce que malheureusement ça ne fonctionne pas comme on aurait voulu fonctionner. Oui, c'est important qu'il y ait de la transparence, c'est important qu'il existe une demande pour le matériau recyclé, parce qu'il y avait très récemment un exemple avec les masques jetables durant le Covid. Il y avait quelques projets pour faire fondre les masques et créer des petits blocs en plastique qui auraient pu être peut-être réutilisés pour créer des autres plastiques. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné trop bien parce que la qualité était très basse, parce qu'il y avait aussi le petit truc en métal pour le nez, il y avait les élastiques pour les oreilles. Alors la qualité n'était pas trop bonne pour recréer des produits avec. Mais en même temps, il y avait aussi un autre projet en Angleterre, dans le NHS, pour introduire des masques réutilisables. On peut la voir ici. Et je pense que ça, c'est le genre de solution où on devrait mettre nos efforts, de voir où est-ce qu'on peut réutiliser plutôt que recycler, parce que parfois ça ne pourrait pas marcher avec le recyclage. On a aussi, à la fin de notre document, on a un chapitre sur la sensibilisation sur les plastiques qui peut être faite parmi les collègues, mais aussi dans la communauté. On a un petit exemple en Suède où on a vu qu'on commençait à utiliser des uniformes, des scrubs, uniformes jetables, parce que les gens pensaient qu'ils étaient moins chers, qu'ils avaient un taux d'infection plus bas, qu'ils réduisaient l'infection, et aussi qu'en fait, ils pensaient que l'impact environnemental était plus bas. Je ne sais pas exactement pourquoi ils pensaient ça, peut-être pour le lavage, mais ce n'est pas vrai. Alors, ils ont fait une campagne pour éduquer les employés sur tous ces sujets, pour leur dire qu'en fait, c'était beaucoup plus cher d'utiliser les uniformes jetables. La taux d'infection n'a pas changé pendant cette période, alors il n'y a eu aucun effet sur l'infection. Et aussi, l'impact environnemental était beaucoup plus élevé. Et ils ont fait ça d'une façon plus ludique, en montrant les gens qui portaient les uniformes réutilisables comme des super-héros, et ils donnaient aussi des chocolats et tout comme ça qui a marché aussi. Ok, ça c'était ma présentation. Ça a marché. Alors, merci beaucoup et j'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter ou sur les réseaux sociaux, parce que, comme je vous ai dit, le document va être traduit en français. Et j'espère que vous allez le lire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bravo pour la présentation en français. Maintenant, nous allons passer à Sarah Wannon. On aura un temps de questions à l'issue des quatre interventions. Donc, Sarah Wannon, vous travaillez pour le programme Greener NHS, désolé pour l'accent, en Angleterre, et vous êtes responsable de l'implémentation de la stratégie Net Zero du National Health Service sur les volets médicaments, achats et alimentation. Vous allez notamment évoquer des exemples de bonnes pratiques d'hôpitaux britanniques, ainsi que les actions que vous avez pu mener avec vos fournisseurs sur le champ de l'usage unique. Merci, bonjour à tous. Donc déjà, je voulais un petit peu revenir aux basiques finalement. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de l'impact environnemental? Pourquoi on parle de zéro carbone? Aujourd'hui, le changement climatique a déjà un impact sur la santé de nos populations et va en avoir de plus en plus. Donc on parle de canicules, on parle de tempêtes, on parle d'inondations. Ça impacte la santé des populations que l'on sert et puis ça impacte aussi notre capacité à délivrer des soins. Donc en tant que système de santé, on ne peut plus l'ignorer. Il faut qu'on agisse. Et puis on a également une responsabilité. En France, je crois que le chiffre est de 7 à 8%. En Angleterre, on est autour de 5% des émissions du pays sont générées par le système de santé. On ne peut pas ignorer cette responsabilité. Donc en général, quand je commence comme ça, tout le monde est un petit peu déprimé à ce moment-là. Donc je termine par la bonne nouvelle dans cette slide. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en s'adressant au sujet de changement climatique, on peut aussi largement améliorer la santé des populations que l'on sert. Si je prends l'exemple au Royaume-Uni, si simplement on s'en tient aux accords de Paris, on pourrait sauver des milliers et des milliers de vies chaque année par une meilleure qualité de l'air, par une population plus active et par une alimentation plus saine. Donc en fait, s'occuper du changement climatique en tant que système de santé, c'est vraiment faire le cœur de notre mission, qui est d'améliorer la santé de nos populations. C'est pour ça qu'au NHS, donc en Angleterre, nous nous sommes engagés à avoir un système de santé net zéro. Nous avons 2 objectifs, et vous voyez sur ce schéma, on s'est calqué sur les scopes d'émissions comme des Greenhouse Gas Protocol, donc il y a scope 1, scope 2, scope 3. On a regardé un petit peu plus largement et on a séparé nos émissions en 2 groupes. Le premier groupe, c'est les émissions sur lesquelles nous avons un contrôle direct, ce qui se passe dans nos murs, vraiment les gaz qui sont émis sur nos lieux de soins. Et ensuite, il y a un plus grand scope qui est le scope de toutes ces émissions que nous pouvons influencer. Et là, ça comprend en particulier tous nos achats, toute notre chaîne d'approvisionnement et puis tous les voyages, les trajets pour le staff pour venir à l'hôpital, le trajet pour les patients pour venir à l'hôpital. Et sur ces 2 scopes, nous avons 2 objectifs net zéro. Le premier, c'est un objectif 2040 pour les émissions que nous contrôlons directement. Et le deuxième, c'est un objectif 2045 pour les émissions que nous pouvons influencer. Et parce que ce qu'on sait, c'est que l'important, c'est pas seulement là où on arrive, mais c'est comment on y va. On a aussi des objectifs intermédiaires de 80% de réduction des émissions dans les 10-15 prochaines années. Alors à quoi ça ressemble l'empreinte carbone d'un système de santé? Ça ressemble à ça. Vous voyez, la partie verte, c'est la partie de ces émissions qui se passent vraiment directement dans nos murs, sur nos lieux de soins. Et puis la partie bleue, la partie vert foncé, c'est tout ce qui se passe ailleurs, en amont, en aval, pour nous permettre de fonctionner. Et aujourd'hui, ce dont on parle de l'usage unique, donc c'est toutes ces choses qu'on achète et dont on ne sert qu'une fois. C'est cette grosse partie bleue, donc c'est 10-20% selon ce qu'on regarde de cette grosse partie bleue, des équipements médicaux que l'on achète pour faire fonctionner nos hôpitaux. Dans notre stratégie net zéro, on a essayé de finalement déterminer quelles interventions allaient nous amener à une chaîne d'approvisionnement net zéro. On en a listé 13, c'est des grands groupes. Et en général, la façon dont je les explique, c'est quand on travaille sur une chaîne d'approvisionnement, on regarde l'offre et la demande. Donc on va commencer par la demande, ce sont ces interventions en haut, et en particulier, c'est là qu'on regarde la façon dont nous achetons, la façon dont nous consommons, et c'est là que l'usage unique devient une question importante. Alors ça va vous rappeler la hiérarchie des déchets qu'on vient de voir avec Adriana. Alors, nous, on a appelé ça les 5 R. Il y a plusieurs versions, vous trouvez les 3 R, les 4 R, les 5 R, ça dépend des endroits, mais le principe est toujours le même. C'est vraiment de penser à nos achats
dans un ordre le plus logique et puis le plus bénéfique pour l'environnement. Donc la première question, c'est est-ce que je peux réduire ? Est-ce que je peux me passer de faire cet achat ? Est-ce que je peux éviter de l'utiliser ? La deuxième question, si je ne peux pas m'en passer, est-ce que je peux plutôt trouver du réutilisable que du jetable ? Si même ça, ce n'est pas possible, est-ce que je peux trouver du retraité ou du reconditionné ? Donc quelque chose qui a déjà été utilisé une fois et puis qui a un peu été revérifié pour être mis en circulation. Et si la réponse est non à toutes ces questions, après, les autres options, c'est de regarder de quoi est fait le produit que j'achète. Est-ce que c'est fait de matériaux renouvelables ? Et sinon, est-ce qu'au moins c'est fait de matériaux recyclables ? Et est-ce qu'il y a un circuit de recyclage ? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Sur le réduire, voilà, Adriana, tu parlais des gants à l'instant. On a ce super exemple à Londres. Donc, c'est un hôpital qui s'appelle Great Ormond Street Hospital. Ce qui est génial, c'est que c'est un hôpital pour enfants. Donc, si on peut réussir ça sur un hôpital pour enfants, je pense qu'on peut vraiment le réussir partout. Et simplement, ce que les équipes de gauche ont fait, c'est qu'elles ont regardé les recommandations de bonne pratique. Quand est-il recommandé d'utiliser des gants stériles ? Et simplement, en menant une grande campagne de sensibilisation et en réaffirmant quelles étaient les situations dans lesquelles, oui, des gants stériles étaient nécessaires versus non, ils ont réussi à réduire de 30% leur consommation de gants plastiques et donc de 21 tonnes de plastique en un an. Et c'est vraiment un de ces exemples où on a sauvé de l'argent, on n'a pas eu d'impact négatif sur la santé de nos patients. Et puis surtout, on a sauvé des émissions carbone de façon assez facile, sans transformer la qualité de soins. Le deuxième R, c'est réutiliser. Un exemple sur lequel on travaille en Angleterre, c'est les équipements d'aide à la marche. Combien on a de patients qui ont des vieilles béquilles quelque part dans un placard qu'ils n'ont jamais ramenées et qui du coup ne peuvent pas être mis en service. Donc ça, c'est un grand projet qu'on mène au niveau national pour permettre, alors ça peut être fait au niveau hospitalier, ça peut être fait au niveau régional, ça peut être fait au niveau territorial, mais mettre en place des circuits de réutilisation des équipements d'aide à la marche avec, il y a une étape d'inspection, il y a une étape de nettoyage pour que ce soit, pratique pour le patient d'après. Et on a vu des taux jusqu'à 40% de retour de ces équipements-là, simplement, encore une fois, en mettant les personnes au courant des bonnes pratiques, en ayant les bons circuits et surtout en ayant toute la chaîne d'acteurs participant à cette intervention. Donc on parle ici des kinés, on parle des acheteurs, on parle des paramédicaux, on parle des équipes qui regardent les maladies infectieuses et les risques infectieux. Et en ayant tout ce monde-là autour de la table, on arrive à mettre en place ces circuits de réutilisation des équipements d'aide à la marche. Un autre exemple, Adriana, tu l'as mentionné, voilà ce petit masque ici. C'est un masque qui a été approuvé pour un usage en soins, donc aussi efficace que le masque jetable chirurgical bleu. Alors il est bleu, blanc, rouge, pas parce que je suis patriote, mais parce que ça représente le spectre de température de ces 2 derniers siècles de la planète. Et voilà, nos amis anglais ne se sont pas rendus compte qu'ils ont créé un drapeau de la France comme ça. Mais voilà, et donc aujourd'hui, ce masque, il a été approuvé pour une réutilisation jusqu'à 40 fois. Et on est en train de regarder si potentiellement on peut pousser encore plus le nombre de réutilisations sur un masque comme ça. Le troisième R, donc, c'est retraité. Je sais qu'on va en entendre un petit peu plus de la part de Dominique, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Encore une fois, c'est une initiative qu'on mène au niveau national avec les équipes locales. On a un certain nombre de dispositifs médicaux aujourd'hui que l'on peut retourner aux fournisseurs pour du retraitement et puis acheter en retraité pour ne pas acheter du neuf. Voilà. Je n'ai pas d'exemple sur le renouvelable et le recyclable parce que finalement, ce n'était pas ce sur quoi on voulait se concentrer aujourd'hui, mais c'est aussi derrière les autres options si ces 3 premiers R ne sont pas possibles. Donc, je vous ai dit au début, pour avoir une chaîne d'approvisionnement zéro carbone, on regarde l'offre, on regarde la demande. J'ai parlé de la demande et de comment on pouvait penser à notre façon de consommer. La deuxième partie, c'est l'offre.
Et donc, si vous regardez sur ce graphique, les barres en vert représentent les émissions carbone que l'on pense sauver par chaque intervention. Et ces deux grosses barres tout en bas du graphique sont ce qu'on attend de nos fournisseurs. On ne peut pas avoir une chaîne d'approvisionnement zéro carbone si nos fournisseurs eux-mêmes ne sont pas zéro carbone. Donc une grosse partie de notre travail, c'est de travailler en partenariat avec les fournisseurs pour les amener avec nous dans cet objectif et pour qu'ils nous suivent dans cette transition. Donc c'est pour ça qu'on a publié une trajectoire très très claire où progressivement, on devient de plus en plus exigeant avec nos fournisseurs. On a commencé cette année avec nos appels d'offres. Sur tous nos appels d'offres, il y a maintenant un minimum de 10% du score qui doit être sur un sujet de valeur sociale et d'empreinte environnementale. Donc pour chaque appel d'offres que les hôpitaux d'Angleterre passent, 10% du score final est sur une question de transport, d'empreinte carbone, de réfléchir à rendre un produit plus réutilisable qu'à usage unique, etc. C'était notre première étape. À partir de l'an prochain, on augmente le niveau d'exigence et on demande que nos fournisseurs aient un plan de réduction carbone. Alors on y va doucement et puis on donne du temps parce que les fournisseurs doivent aussi faire ce voyage avec nous. Et pour l'instant, l'année prochaine, c'est que pour les gros contrats. On parle des contrats au-dessus de 5 millions de pounds. Et on regarde simplement les émissions directes, donc les émissions de scope 1 et 2. À partir de 2024, c'est tous les contrats. Donc on regarde pour tous nos fournisseurs, on regardera ce qu'ils aient un plan de réduction carbone sur leur scope 1 et 2. Et finalement, l'objectif est assez simple. En 2027, on ne veut plus passer aucun contrat avec un fournisseur qui n'aura pas un plan de réduction carbone sur tous ses scopes d'émissions. Et donc, pour que ces fournisseurs aient un plan de réduction carbone, il faut qu'eux-mêmes, ils aient impliqué leurs fournisseurs, puisque tout ça, ça se cascade dans la chaîne d'approvisionnement. On parle aujourd'hui de l'usage unique. À horizon 2028, on demandera à nos fournisseurs de nous donner les empreintes carbone des produits. Alors, il y a encore beaucoup de travail pour comprendre quels sont les standards et dans quel cadre on peut demander de la transparence sur les empreintes carbone au niveau produit. Mais voilà, notre objectif est clair. D'ici 2028, on veut instaurer cette transparence au niveau des produits. Et on commence déjà, dès aujourd'hui, sur certains groupes de médicaments, certains groupes de dispositifs médicaux. Il y a une petite note de bas de page, parce qu'elle est importante quand même. On sait aussi que nos fournisseurs ne sont pas tous les mêmes et qu'on ne peut pas forcément demander la même chose aux grands géants de l'industrie pharmaceutique et aux petites et moyennes entreprises qui nous livrent le pain pour la cantine. Et donc c'est pour ça que pour les petites et moyennes entreprises et le non lucratif, on donne une extension de 2 ans sur ces dates-là pour s'aligner avec les exigences de fournisseurs. Souvent, on me demande « Ah mais oui, mais au NHS, c'est parce que vous avez au national un programme. » Alors oui, c'est vrai, ça aide, on ne va pas se mentir. Le fait d'avoir un programme national, ça nous donne vraiment une visibilité, ça nous donne vraiment les moyens aussi de faire avancer ce sujet-là. Mais finalement, c'est un cycle vertueux parce que tout a commencé sur le terrain, tout a commencé par des équipes motivées dans un hôpital, dans un centre de soins primaires, qui ont démarré à faire quelque chose, qui nous ont inspirés et qui ont fait qu'en 2020, quand on a écrit cette stratégie zéro carbone, on était capable de lister toutes ces interventions. Alors, on n'a pas les réponses à tout. Il y a encore des parties où on a besoin de recherche, on a besoin d'innovation, mais au moins, tout ce que le terrain a fait depuis des années nous a permis de monter cette stratégie nationale. Et aujourd'hui, c'est une boucle vertueuse. On a beaucoup de données, mais on n'a pas du tout des données parfaites. Donc je dis souvent, on n'a pas besoin de données parfaites pour commencer, il y a déjà suffisamment de quoi faire. Mais bien sûr qu'il faut regarder ce qu'on fait, bien sûr qu'il faut évaluer, il faut regarder les impacts. Et puis continuer à travailler avec l'innovation locale, à faire des preuves sur le terrain, montrer que ça marche, montrer que c'est bien pour les patients, c'est bien pour les équipes, c'est bien financièrement. Et comme ça, continuer à informer les plans nationaux.
Et je terminerai sur ce point. Donc, je suis là, une Française, à vous parler du système anglais aux côtés d'une collègue roumaine et d'autres collègues français. C'est vraiment très important qu'on collabore au niveau international sur ce sujet. Ce matin, j'avais une collègue belge aussi qui parlait de ce sujet-là. En novembre, à l'occasion de la COP26, on a une dizaine de nos plus gros fournisseurs qui, publiquement, ont soutenu l'objectif 2045 du NHS. La bonne nouvelle, c'est que tous ces fournisseurs, c'est aussi vos fournisseurs ici en France. Donc voilà, c'est vraiment, on a tous une chaîne d'approvisionnement globale. Et donc, les exigences que nous mettons sur nos fournisseurs, finalement, c'est les mêmes que les vôtres. Et puis, les exigences que vous mettez sur les fournisseurs en France, ça aura aussi un impact bénéfique en Angleterre. Et je voulais terminer sur cette jolie carte qui est produite par l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle on est en train de monter un partenariat pour collaborer sur ce sujet au niveau international. Il y a aujourd'hui 18 pays dans le monde qui ont un objectif net zéro et je crois 57 qui se sont engagés à avoir un système de santé plus durable. Alors aujourd'hui, il n'y a pas la France sur cette carte-là, mais à la fois, quand je vois le monde qu'il y a dans cette salle, je me dis qu'on n'est pas loin d'avoir la France sur cette carte-là. Merci beaucoup. Bravo pour votre intervention, c'était vraiment très inspirant. Donc maintenant, nous avons des guides pour nous aider et des exemples particulièrement inspirants et ambitieux. Nous allons maintenant aborder une thématique qui a déjà été évoquée à 2 reprises, c'est le reprocessing. Donc Dominique Guery, vous êtes une ancienne praticienne hospitalière en pharmacie, vous êtes spécialiste du reprocessing et vous travaillez comme conseillère pour HOPE, la Fédération européenne des hôpitaux. Vous allez nous parler du reprocessing, c'est-à-dire le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique et des disparités en la matière entre la France et la plupart des autres États européens. Bonjour, je suis un petit peu gênée après avoir écouté mes 2 voisines parce que en tant que pharmacien dans les hôpitaux pendant 40 ans, j'ai acheté des produits qui effectivement contribuent beaucoup à la pollution. Je ne sais pas si on pourra faire grand-chose avec les médicaments qui effectivement sont fabriqués à 60-80% au niveau des principes actifs en Chine, en Asie. On peut essayer de voir un peu le problème au niveau du dispositif médical en plastique. J'ai commencé dans les hôpitaux avec le développement de l'usage unique et je pense effectivement qu'aujourd'hui on peut peut-être se reposer la question de cette utilisation, de cette diffusion massive du plastique dans les hôpitaux. Alors, je vais être très, très technique sur ce sujet-là. Il y a un règlement européen donc, qui est de 2017 sur les dispositifs médicaux et qui est applicable depuis le mois de mai 2021, donc il y a 1 an. Et dans ce règlement européen, il y a un article 17 en particulier qui permet, effectivement, qui autorise, si la législation de l'État européen l'introduit dans sa réglementation nationale, il peut y avoir reprocessing. Alors, selon les pays, c'est reprocessing dans le texte d'origine européen. En France, on a traduit par retraitement. Et en Angleterre, je crois qu'ils utilisent le mot remanufacturing. C'est important au niveau de la définition, c'est que ce procédé permet une réutilisation d'un dispositif médical à usage unique, une fois que l'on est sûr qu'il a récupéré toutes ses qualités fonctionnelles, sécurité, après avoir été nettoyé et stérilisé. Alors, tout récemment, le mois dernier, au mois d'avril 2022, le règlement européen sur les DM a enfin été introduit dans le Code de la santé publique. Et en fait, il y a un article dans la 5e partie du Code de santé publique qui dit « Le retraitement est interdit en France ». Donc actuellement, on est un des, je sais pas, j'ai pas fait le compte, mais pratiquement tous les États européens retraitent, sauf la France. Le constat, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de concertation entre le ministère, par exemple la DGS, les sociétés savantes, les utilisateurs, les hôpitaux, les fédérations des établissements de santé publics et privés étaient plutôt pour.
Et il n'y a pas eu du tout de concertation. Et certainement, plusieurs causes sont à l'origine de cette décision, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce qu'elles sont multiples. Il y en a une qui m'a quand même un petit peu interpellée, c'est que souvent, l'excuse qui a été prise par certaines personnes, c'est de dire l'expérience que l'on a eue sur le retraitement pendant la pandémie a été négative. Je pense que de toute façon, cette pratique qui est utilisée et qui est courante dans les autres États européens ne peut pas être introduite lors d'une pandémie en urgence pour réduire les pénuries. C'est un projet, le retraitement des DM, qui doit être pensé et organisé. Alors tout le monde connaît l'explosion du DM à usage unique, on l'a évoqué. C'est vrai qu'il a commencé dans les années 70 et 80, c'était très bien parce qu'effectivement, on développait des techniques chirurgicales qui étaient à risque au niveau du système cardiovasculaire ou du système nerveux central. Et cela permettait de développer, de mettre sur le marché des dispositifs très complexes, des dispositifs médicaux qui permettaient des opérations, des pratiques médicales nouvelles. Mais si vous voulez, le problème du tout jetable, très vite dans certains pays, a donné lieu à la naissance du concept du reprocessing à cause de l'augmentation importante de la quantité de déchets. Et des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Belgique aussi d'ailleurs, ont mis en pratique le reprocessing, le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, il y a plus de 30 ans. Et petit à petit, ces États-là ont validé cette pratique dans leur réglementation nationale. 2 exemples, par exemple, effectivement, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres, il y a la Suisse. Ils ont tous introduit dans l'équivalent de notre Code de la santé publique un encadrement de cette pratique du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, avec quelquefois des différences, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, elle était faite dans les établissements de santé, sous certaines contraintes, alors qu'en Angleterre, c'était orienté, entre autres le guide de 2016, préconisait effectivement un retraitement par des prestataires, des sous-traitants, comme on dit. Ce que je voulais signaler aussi, c'est que c'est vrai en Europe, dans beaucoup d'États d'Europe, mais c'est vrai également à l'extérieur. Hein, je cite le Canada, le Chili, enfin tout un tas de pays. Les États-Unis pratiquent le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique également de manière très courante. Et à un moment donné, donc vous voyez, il y a quand même déjà quelques années, en 2008, ils ont voulu faire un lien entre les événements indésirables et l'utilisation des DM, des dispositifs médicaux à usage unique retraités. Ils n'ont pas trouvé de lien. Il n'y avait pas plus d'accidents avec les dispositifs médicaux à usage unique retraités que les dispositifs médicaux neufs. La réglementation de l'UE, si vous voulez, est quelque chose qui n'est pas vraiment très ancien. Elle date des années 90, avec les DMI, les DM, les DMDIV. Et elle a été, comment dire, un petit peu mise à jour en 2007. On a d'ailleurs pris la peine de définir d'une manière très précise, peut-être vis-à-vis des industriels d'ailleurs, la définition de dispositifs médical à usage unique destinés à être utilisés sur une personne physique au cours d'une procédure. Et quand on réfléchit à cette définition, elle n'est absolument pas incompatible avec le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique. Après 2007, la Commission européenne a souhaité vraiment s'attacher à ce problème en vue, bien entendu, de la publication du règlement avec lequel j'ai commencé ma conférence, c'est-à-dire le règlement de 2017. Donc elle a analysé ce qui se passait dans les États qui utilisaient, qui pratiquaient le reprocessing. Elle a saisi le CNIR et le CNIR, après consultation des groupes d'experts, des expériences des différents États qui pratiquaient le retraitement, a rendu un rapport en 2010. Le CNIR avait identifié
ne s'est pas du tout voilé la face. Elle avait vraiment identifié des risques qu'elle a classés en 3 catégories. Il y avait effectivement le risque de subsistance d'une contamination, particulièrement, par exemple, lorsque la contamination est très forte, ou alors, par exemple, à cause de la forme du dispositif médical. On pense tous aux lumières longues et étroites, par exemple, de certaines sondes. D'emblée, on avait décidé d'éliminer tout ce qui était utilisation des DM à risque de contamination par les prions. Le deuxième risque identifié par le CNIR, c'était les résidus chimiques qui auraient pu être résorbés par les plastiques au moment du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation, et puis relargués lors de leur réutilisation. Et enfin, le troisième risque, c'est l'impact de ces produits chimiques sur les plastiques, qui peuvent devenir cassants ou au contraire très mous. Mais d'une manière générale, si vous voulez, l'ensemble des études du CNIR ont prouvé que les États avaient encadré, trouvé des solutions pour débusquer tous ces risques et puis les traiter afin que le retraitement, les dispositifs médicaux retraités soient sûrs et fonctionnels. Bien sûr, ils ont également fait d'autres études, comme par exemple les économies qui étaient réalisées. Il y a entre autres plusieurs études qui ont été amenées à la Commission européenne par les Allemands qui retraitaient des cathéters d'ablation, par exemple, au niveau cardiaque, qui sont des DM très coûteux et qu'ils retraitaient. La Commission européenne a donc fait son règlement européen avec l'article 17 et puis a également publié un règlement d'application pour vraiment cadrer ce problème de retraitement. Je cite juste quelques exemples pour convaincre un petit peu qu'effectivement le retraitement ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Par exemple, on peut très bien décider que le dispositif médical retraité sera marqué CE par le fabricant qui retraite. Et à ce moment-là, il devra appliquer le règlement européen sur les dispositifs médicaux et prouver qu'il est conforme aux exigences du règlement et obtenir donc le marquage CE. Le producteur de ce DM retraité devient le responsable du produit s'il était défectueux. Par dérogation à cet article, un État peut alléger un petit peu les obligations et décider qu'effectivement l'établissement de santé ou le sous-traitant de l'établissement de santé ne devient pas fabricant, mais sous des conditions très restreintes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est résolu, mais l'Allemagne est petit à petit en train de migrer plutôt vers le retraitement par des sous-traitants qu'à l'intérieur des hôpitaux, parce que les exigences pour le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique est très, très lourd. Il faut que les performances du DM et la sécurité d'utilisation soient équivalentes à celles du DM d'origine. On ne peut pas transférer lorsqu'il n'y a pas de marquage CE, donc lorsque c'est fait par l'établissement ou un sous-traitant qui agit par dérogation et n'est pas considéré comme fabricant, il n'y a pas possibilité, par exemple, de retraiter et de donner ce dispositif médical retraité dans un autre établissement. Et surtout, donc, le retraitement est effectué conformément à des spécifications communes qui sont largement détaillées dans le règlement d'exécution d'août 2000. Alors ce règlement d'exécution paru en 2020, donc décrit, comme je le disais, les spécifications communes qui interviennent sur tout ce qui est installation, équipement, personnel, les informations aussi qui doivent être collectées par l'établissement ou le sous-traitant, le système de gestion qualité qui effectivement garde et conserve ces données.
Et il décrit également le règlement d'exécution, l'élaboration des différentes étapes du procédé de retraitement. Les DM retraités sont retracés tout au long du cycle de vie du dispositif médical, et on sait exactement combien de fois on va pouvoir le retraiter, où il va être traité et quels sont les services qui vont l'utiliser. Ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est que n'importe quel dispositif médical n'est pas éligible au retraitement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait peut-être également des erreurs pendant la pandémie. D'abord parce qu'il faut évaluer l'aptitude du dispositif médical à usage unique à être retraité. Et ça aussi, le règlement d'exécution insiste sur ce volet. Il faut pour cela utiliser des données de fabricants, donc il faut que le fabricant soit d'accord, le fabricant du dispositif médical d'origine. Il faut qu'il donne un certain nombre d'informations que je cite. Et ensuite, l'entreprise, le sous-traitant ou l'établissement de santé qui se lance dans cette péripétie, si on peut dire, va être obligé de faire un certain nombre d'essais sur le dispositif médical type qu'il voudra retraiter à l'avenir, avec des essais physiques, électriques, chimiques, biologiques, microbiologiques. Dans un établissement de santé, ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir ce type d'installation. Cette analyse, en fait, de l'aptitude du dispositif médical à usage unique à être retraité va permettre, entre autres, de définir des points risques du dispositif médical. Et chaque dispositif médical retraité est contrôlé au niveau de ces points à risque après le retraitement, pour être sûr que le dispositif médical est non seulement sûr, mais également fonctionnel et sans problème lors de l'utilisation pour les patients. Donc effectivement, ça a un coût. Donc je comprends que, par exemple, on retraite un cathéter de cardio-ablation, mais franchement, un masque retraité de quelques centimes, c'est pas, si vous voulez, c'est pas vraiment jouable. C'est là, je dis, où il y a eu certainement des erreurs au niveau de la France, qui a voulu se lancer sans programme sans véritable programme ou installation ou cadre pour le retraitement des dispositifs médicaux. Il faut une organisation des services de soins, un circuit de ramassage, des transports adaptés, et puis surtout des sous-traitants. Il y en a, hein, les sous-traitants allemands ont des sièges en France, hein, on les trouve. Actuellement, ils retraitent, enfin, ils stérilisent des dispositifs médicaux réutilisables parce qu'ils n'ont pas le droit de retraiter des DM à usage unique. Il faut que les achats au niveau des hôpitaux se posent la question. Lorsqu'on fait le choix pour tel et tel domaine de soins, est-ce que je vais acheter tel dispositif médical à usage unique qui ne peut pas être traité, ou éventuellement un dispositif médical à usage unique qui peut être retraité, ou un DM réutilisable. Pour moi, effectivement, cette interdiction de retraiter les dispositifs médicaux qui a été mis, malgré nos démarches, hein, la Fédération hospitalière de France a participé à cette démarche. Il y a eu des groupes de travail au niveau des hospices civils de Lyon, et malgré cela, on n'a pas été entendu, et donc le retraitement est interdit en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Intervention certes technique, mais je pense très claire. Donc merci beaucoup pour vos éclairages. Patrick Pessot, enfin. Donc Patrick Pessot, vous êtes professeur des universités et chef de service de chirurgie viscérale et digestive au CHU de Strasbourg. Vous êtes président de l'Association française de chirurgie et du CERES, le collectif éco-responsable en santé qui regroupe de nombreuses sociétés savantes sur le thème de la transition écologique, et vous allez justement nous présenter cette association et évoquer différentes actions menées en France pour diminuer le recours à l'usage unique. Merci pour l'invitation. Donc, je ne vais pas revenir, tu l'as très bien exposé, qu'en fait, c'est vrai que s'intéresser à un système de santé, la transition écologique de notre système de santé, c'est en fait améliorer au final la santé de nos concitoyens, et donc c'est une logique implacable qu'il faut que l'on s'en intéresse.
Alors justement, le Shift Project a fait un peu l'impact de notre système de santé français, le rapport est sorti en novembre dernier, et donc en fait on s'aperçoit donc que les deux plus gros sujets qui impactent notre système de santé, c'est le médicament et le dispositif médical. 40, ça fait 50% à peu près, et les transports parce que les établissements de santé, il y a un double flux, les patients et le personnel, et c'est 365 jours sur 365. Et donc en fait, quand on s'intéresse aux déchets, on est l'extrémité là, 2% de notre impact. Et le système de santé, donc en France, c'est 8% d'impact carbone, ce qui est plus que les 5% de l'aérien. Donc en fait, moi je vais vous parler de choses très pragmatiques. Voilà, moi je suis chirurgien, donc on va revenir sur le terrain. Et je vais vous parler de ce qui a été mis en place progressivement au sein des blocs opératoires de mon service, et puis qui s'est étendu sur maintenant l'ensemble des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc en fait, moi, j'ai été sollicité par la responsable d'anesthésie du bloc opératoire il y a plus de 5 ans. L'ASFAR, la Société française d'anesthésie, venait de créer au sein de sa société savante un comité développement durable. Et mon anesthésiste était parmi les pionnières et dans le groupe. Et donc elle est revenue me voir en me disant il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a plein de choses à faire, il faut qu'on commence, est-ce que tu serais d'accord? J'ai dit, bah écoute, pourquoi pas? Je vais faire juste un petit sondage dans le service au bloc opératoire, parce que ma crainte c'était, il va encore nous embêter avec du tri, ça va être encore des contraintes, il croit qu'on n'a que ça à faire. Et donc je me suis dit, je fais juste un petit test. Et en fait, rapidement, au sein du bloc opératoire, enthousiasme de l'ensemble du personnel. Voilà. Et donc on s'est dit, comment on fait? Et donc on a créé c'est elle, quand je dis on, c'est surtout l'anesthésiste qui a pris ça en main et qui a créé un groupe donc du coup pluridisciplinaire, tous les acteurs qu'il y a au bloc opératoire, mais aussi les supports, donc les hygiénistes, la pharmacie, qu'on ne voit pas au bloc mais qui sont là. Voilà. On a épluché tout ce qui est réglementation, tout ce qui existait à l'époque. Et puis on a commencé à essayer de construire un projet en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on allait faire étape par étape. Et on s'est dit on va commencer par faire du tri. Et donc on a été voir à l'époque le directeur pour que ce soit un projet institutionnel. On nous a dit ok, allez-y. Donc c'était déjà ça, mais un peu seul, allez-y, et faites une étude pilote, et puis on verra après si on est temps ou pas. Et donc on a commencé, le bloc opératoire, c'est 30% des déchets d'un établissement de santé. On est très producteur de déchets, on adore l'usage unique. Et donc, on a commencé à travailler, donc les anesthésistes ont travaillé sur des sujets purement anesthésistes, où je ne reviendrai pas là, réduction de certains gaz qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre, et essentiellement le protoxyde d'azote, donc pour réduire carrément l'utilisation du protoxyde d'azote dans les blocs, et le recyclage des déchets. Et on a commencé par le recyclage de tous les métaux, donc les fils de bistouri électrique, du cuivre, tous les emballages de nos fils chirurgicaux, c'est de l'aluminium, les lames de laryngoscope, et puis le tri papier, verre, plastique au bloc opératoire. Voilà, donc on a commencé à recycler, et donc il a fallu aller voir le circuit qui allait récupérer les métaux et trouver le ferrailleur qui nous les rachetait. Voilà, donc on a commencé par notre bloc. Et donc, la première question de notre directeur, c'est est-ce que vous n'allez pas me coûter de l'argent? Donc, c'était de faire une étude médico-économique, plutôt que juste déjà une économie circulaire de réutilisation qui était de toute façon bénéfique. Donc, en chiffres, on a réussi à nous faire racheter nos lames d'inox par le ferrailleur. Mais par contre, il fallait payer pour qu'ils nous reprennent les bistouris électriques et l'aluminium, parce qu'ils avaient un geste, vous voyez, c'est emballé par du plastique, donc ils devaient récupérer les fils
pour les dénuder. Donc ils avaient eu de leur côté des charges à faire, et donc nous, on devait payer pour leur donner notre cuivre et nos fils aluminium. Mais au final, au bout de l'année, je vais vous dire, hein, le résultat pour un seul bloc, on a fait gagner à l'hôpital 4,50 €. Donc, en tout cas, on n'a pas dépensé de l'argent à l'hôpital. Alors après, il y a des mesures d'échelle, c'est-à-dire que quand vous faites qu'un seul bloc opératoire et puis vous faites venir un camion de 38 tonnes, enfin j'exagère, pour prendre 1 tonne, si vous faites pour tous voilà. Donc, à partir de là, ça a été décidé de l'étendre à tous les hôpitaux universitaires de Strasbourg, sur tous les sites de plateaux techniques. Donc à la fois chirurgicaux, radiologie interventionnelle. Voilà. Et donc on a pu aussi communiquer à partir de là. Donc l'idée, c'est aussi, il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut embarquer les gens avec. C'est un énorme levier quand vous êtes manager d'une équipe pour donner du sens aux soignants. Donc ça a beaucoup de vertus. Et donc, on a voulu faire simple au départ et visible. Alors, je reprends ma petite diapositive du Shift Project où on est en train de s'atteler aux 2 petits pourcents et ça ne représente que 30% des 2% du bloc. Et voilà. Donc, on s'occupe d'un tout petit truc, mais en fait, c'est assez visible et on entraîne les gens. Et je pense que quand on part dans une démarche de développement durable, il y a du macro. Et donc, il faut aller faire pression sur nos fournisseurs de DM. En France, c'est des centrales d'achat, Uniachat. Enfin, voilà. Donc, c'est là où on aura un vrai impact, mais c'est un vrai travail de lobbying de long terme. Mais il faut aussi des petites actions sur le plan, mais qui sont visibles et qui entraînent les équipes. Et donc, c'est pour ça, parce que mon anesthésiste était assez dépité à voir que c'était toute une énergie quand même à faire ça pour pas grand-chose, mais je pense que c'est important de le faire. Donc, voilà, visible. Donc, on a équipé dans nos blocs opératoires des poubelles pour récupérer, et on le voit bien. Voilà, comme ça, quand on visite, on voit quand tous les gens passent et voient qu'on recycle dans nos blocs. Voilà, les cartons. Pluridisciplinarité, toutes les équipes, voilà, donc tout le monde s'y met. Il y a d'un côté d'un champ, mais de l'autre. Les anesthésistes donc, ont travaillé aussi sur des plateaux, ils avaient tendance à, pour chaque malade, préparer une seringue et l'acheter. Voilà, donc en fait, maintenant, il y a des plateaux qui sont prêts pour toute la journée pour utiliser. Et l'étape suivante, vous voyez, c'est encore des plateaux plastiques. Donc l'étape suivante, là, elle est en train de s'y atteler, c'est de revenir à des plateaux en inox qu'on pourra restériliser. Et puis, il y a des choses qui sont jetées. Alors, nous, on appelait ça la boîte à cochons. Donc, on a l'IHU, où il y a un laboratoire où on fait de l'expérimentation animale. Il y a l'IRCAD juste à côté. Il y a le laboratoire d'anatomie. Et donc, tout ce qui est périmé ou qui peut être réutilisé, mais pour nos étudiants, voilà, est mis dans des boîtes à cochons et va pour l'utilisation d'apprentissage de formation. On a aussi travaillé avec le bien-être de nos patients, donc le lounge de l'ambulatoire. Eh bien, on est passé à plus de barquettes, mais de la vaisselle de nouveau. Et puis nos équipes, on a fait des dons qu'on a trouvés pour les équiper en thermos. Et puis on a fait dans la cafétéria, vous voyez, la Green Team, on a fait des petites tasses qui sont visibles. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est la visibilité. Tout le monde, du coup, a l'impression de travailler dans une équipe qui s'intéresse au développement durable. Et puis on avait aussi l'habitude, on a froid au bloc opératoire, donc on a l'habitude d'aller chercher les casaques du chirurgien quand on a froid, de les utiliser. Donc on a fait créer des polaires, IHU, CHU, et donc toutes nos équipes se promènent avec les polaires bleus pour ne pas avoir froid au bloc opératoire. Ludique. Eh bien, on a aussi adhéré à No Plastic Challenge, c'est 15 jours dans l'année. Alors, ce n'est pas pour les soins, on entraîne les équipes pour modifier leurs pratiques au quotidien. Et puis, voilà, ils font des photos, ils les mettent sur les réseaux sociaux, c'est 15 jours dans l'année. Mais c'est aussi stimuler alors, à la fois le bloc et le service.
Voilà. Et puis tous les tris des bouchons qui sont là repris par une association du 67 pour les enfants. Donc là, c'est l'autre. Enfin, il y a 2 hôpitaux, hein, c'est les hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais la pédiatrie est sur Haute-Pierre. Moi, je suis au centre civil, mais du coup, sont tous récupérés sur l'autre site pour donner sur les enfants. Voilà, donc c'est plein de petites choses qu'on a mis en place et qu'on continue à mettre en place progressivement. La deuxième chose, c'est moi, je suis venu à la transition écologique. Voilà, je vous ai dit, c'est l'anesthésiste qui est venu me chercher. Mais moi, ça fait 8 ans que je m'intéresse à la pertinence des soins. Comment on évalue nos parcours de soins et pas juste l'acte chirurgical. Nous, on a plutôt tendance à se dire déjà, si on évalue quand on opère la durée d'hospitalisation, la mortalité, la morbidité, et qu'on essayait de se comparer, mais d'évaluer des parcours de soins. Le malade, il a tout un parcours, comment il est pertinent. Voilà, donc je me suis intéressé à ça et donc du coup à la sobriété des soins, qui est le premier, se dire qu'il faut essayer de ne pas utiliser les DM, mais déjà se poser la question du meilleur soin pour le meilleur malade, au bon moment, hein, la définition. Mais voilà. Et donc moi, je me suis intéressé à ça, et en fait, c'est par là qu'il y a aussi un cercle vertueux, d'analyser les résultats des parcours de soins, de pouvoir les comparer avec les autres équipes, donc en toute transparence, et de pouvoir se dire, probablement, dans nos organisations, peut-être que l'hôpital X et Y fait mieux, et donc d'avoir un cercle vertueux d'amélioration continue de nos résultats pour les patients. Voilà. Et donc là, c'est aussi beaucoup le nord de l'Europe qui s'est intéressé, la Hollande, avec des indicateurs de qualité nécessaires. Et on voit très très bien, alors là, c'est des indicateurs qui sont cliniques, mais aussi de patients, de retour patients, d'expérience patient. Et on voit en fait, hein, les nuages de points, c'est les différents centres sur un item qui est normalement standardisé dans un compte-rendu opératoire. Eh bien, il y a les meilleurs, il y a les moins bons. Et puis en fait, le fait de voir ce que font les autres, eh bien, vous voyez qu'en 4 ans, tout le monde s'améliore. Il y aura toujours les moins bons et les meilleurs, mais tout le monde monte et tout le monde s'améliore. Voilà, donc nous, on a travaillé sur justement la création avec l'IHU de Strasbourg sur des indicateurs de valeur en santé qui prennent des indicateurs cliniques et de qualité de vie des patients, et pas seulement sur un acte, mais sur tout un parcours, avec la création pour le cancer du foie et du cancer du pancréas, qui sont plutôt ma spécialité dans la chirurgie digestive. Et ça nous donne du coup des dashboards comme ça. Quand on voit les patients, on peut avoir en consultation là, sur la qualité de vie des malades, bien, la moyenne par rapport à notre cohorte, les extrêmes, voir son évolution. Et on pourrait tout avoir ça avec d'autres centres pour pouvoir se comparer. Donc, il y a toute cette pan qui est important sur la sobriété des soins. Et on a adhéré avec plusieurs centres. Là, il y a Niort, j'ai vu ici. Enfin, on était 7 ou 8 au mois de novembre dernier pour que les établissements de santé adhèrent au club du développement durable du ministère de la Santé, qui est un club qui va justement au-delà du milieu de la santé pour pouvoir partager les expériences. Et donc, il y a du coup maintenant... alors je ne sais plus si on était 8 ou 9 centres à rentrer dans ce club. Voilà. Et puis, donc moi, j'étais donc sollicité par mon anesthésiste. Je voyais que l'ASFAR était moteur. Je suis président de l'Association française de chirurgie. Et on s'est rendu compte que ces problématiques pouvaient être spécifiques à certaines disciplines, voilà, les gaz anesthésiants, mais beaucoup étaient sur des parcours de soins, étaient transversaux, nécessitaient de mettre... on a commencé par faire un groupe pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, et donc il fallait essayer de motiver l'ensemble des sociétés savantes. Et donc on a sollicité plusieurs sociétés savantes, et on a créé, du coup, CRS, un collectif d'éco-responsabilité en santé, qui est un regroupement de sociétés savantes. Donc c'était 10 sociétés savantes. Les 5 initiatrices, c'était les pharmaciens cliniques, l'ASFAR, donc les SF2H, les hygiénistes, GRAS qui travaille sur les réhabilitations accélérées, et puis nous, l'Association française de chirurgie, avec les IBOD, les infirmières anesthésistes, mais aussi les patients avec France Asso Santé.
Et on a créé ce collectif qui, voilà, donc ça c'est toutes les associations initiales. Aussi le conseil de l'e-santé, parce qu'il y a aussi tout le numérique avec les fausses bonnes idées que le numérique va être la solution. C'est très consommateur d'énergie, c'est aussi source d'utilisation d'énergie, et donc il faut le travailler aussi. Et donc depuis, nous ont rejoint voilà, d'autres sociétés, et donc nous sommes pratiquement une vingtaine aujourd'hui de sociétés savantes qui ont l'ambition de travailler de façon collective sur cette thématique-là. Les missions, donc c'est ce que je vous ai fait aujourd'hui. Le premier, c'est le partage d'expérience. Ne pas recommencer de la feuille blanche quand vous êtes quelque part et que vous voulez mettre en place au bloc opératoire le tri de vos laryngoscopes. On a eu des pièges, on a mis 2 ans pour le monter. Eh bien, l'idée, c'est de partager pour aller plus vite. C'est d'informer et c'est de former. Alors, une société savante, il y a beaucoup d'universitaires et donc, parallèlement, il y a commission, pas la commission, c'est les doyens de France, c'est la conférence, pardon, la conférence des doyens qui s'est aussi attachée à cette question-là et bien va aboutir pour la rentrée universitaire prochaine un module optionnel pour l'instant d'une 20aine d'heures pour le premier cycle des études médicales sur la santé environnementale. Et donc, pour aller plus loin, donc on a été un peu aussi sollicité, CRS, par les membres aussi. Mais voilà, donc c'est aussi ça, c'est d'essayer d'aller faire de la formation. Et puis, c'est de participer à la conception de recommandations sur de l'éco-soin. Alors, ce midi, on parlait du terme éco-soin, ça peut être économique. Et donc, il faut probablement travailler sur la sémantique, mais voilà, d'avoir des soins et des parcours de soins éco-responsables. Et donc, premières recommandations sont sorties à l'automne aussi, entre les hygiénistes, la SF2H, la SFAR et CRS, sur l'utilisation des tenues de blocs opératoires à usage unique versus usage multiple. Et donc, les recommandations sur le plan hygiénique, c'est la même chose. Sur le plan économique, c'est plus rentable d'utiliser du coton. Sur le plan environnemental aussi. Et sur le plan qualité de vie, à l'utiliser tous les jours, c'est mieux d'avoir quelque chose en coton que du papier, surtout quand il fait chaud comme ça. Donc nous, par exemple, au bloc opératoire, on est revenu à des pyjamas en coton. Voilà. Donc c'est ce genre de recommandations. Nous sommes des sociétés savantes que nous voulons mettre en place avec une méthodologie, revue de la littérature, enfin voilà. Et puis c'est également prendre part au débat public. On parlait aujourd'hui de faire ce que j'aime pas, mais du lobbying, le reprocessing par exemple. Et ce que l'ASFAR n'a pas réussi, c'est ils l'ont dit, ils ont essayé d'avoir des rendez-vous à la DGOS, ils ne l'ont pas eu. Il y a eu des initiatives qui font que quand vous êtes représentant de 20 sociétés savantes, vous arrivez parfois à avoir au moins un entretien. Voilà, donc c'est aussi ça, d'être collectif, d'être plusieurs, c'est aussi d'être force pour pouvoir interagir. Voilà. Donc je pense qu'il y a une place aussi des sociétés savantes pour donner un label académique à toute cette démarche, à faire de la recherche. Il y a une nécessité d'aller vers de la recherche, il y a toute une recherche à faire. Et puis notre logo, c'est le petit colibri, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une légende africaine un petit colibri était en train avec son petit bec aller chercher quelques gouttes d'eau pour éteindre un incendie de forêt, et tout le monde s'en va et lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit je fais ma part du travail, et donc nous sommes tous là à faire notre part du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos 4 interventions passionnantes. Je vous propose peut-être de laisser la parole à la salle maintenant. On a encore un bon quart d'heure, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on va vous faire passer un micro. Oui. Je ne sais pas si... Je vais vous donner le mien. Ça va? Ah, ok. On va se passer un. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette chouette conférence qui était très intéressante. Plus près. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Fanny Wery. Je travaille dans la société Europe Metal Concept. On est une petite TPE. On est basé à Graveson.
dans les Bouches-du-Rhône, à côté d'Avignon. Je me permettais d'intervenir juste par rapport à ce que Madame Guéry et Monsieur Pessou disaient tout à l'heure. Vous disiez que quasi tout le monde retraitait, sauf la France, parce que c'était quasi interdit. J'ai une bonne nouvelle par rapport à ce niveau-là, c'est que nous, on travaille sur un projet actuellement. C'est des boîtes OPTC, donc les petites boîtes jaunes, qui pourraient être réutilisables et recyclables. Donc le contenu recyclable et la boîte réutilisable. On travaille avec le ministère de la Santé et un dispositif qui s'appelle France Expérimentation, qui est un dispositif adossé au cabinet du Premier ministre qui pourrait donc nous donner une autorisation de dérogation réglementaire, justement pour essayer de mettre ça en place, puisque actuellement, comme vous le disiez, c'est interdit. Donc on est en plein développement de ce projet. Il y a quelque chose de très intéressant, je pense, qui pourrait sortir d'ici pas longtemps à ce niveau-là. Vous parliez aussi tout à l'heure des dispositifs de cardiologie qui sont réutilisés, enfin recyclables du moins en Allemagne. Sachez que ça se fait aussi en France, nous on le fait. On récupère aussi tout ce que vous disiez, lames laryngos, tout ça. Et nous on récupère aussi les lames laryngos gratuitement. Voilà, quitte à être là, autant faire ma pub aussi. Mais voilà, je voulais surtout vous parler de ce projet qui pourrait peut-être arriver prochainement et qui pourrait être très très intéressant d'un point de vue écologie, d'un point de vue économie circulaire, et c'est quelque chose de très local. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, moi je pourrais y répondre après. En revanche, pour les sondes d'électrophysiologie, vous récupérez les métaux précieux, mais vous ne retraitez pas pour réutiliser. Alors c'est pas pour la réutilisation. Oui, okay. Non, nous on fait que de la revalorisation. D'accord, voilà. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Attends. J'y vais. Non, c'est bon, tu vas pas faire. Chacun son côté. Bonjour, Geneviève Delacour, journaliste Tech Hôpital pour l'APM, l'agence de presse médicale. C'est une question toujours sur le retraitement des DM, Madame Guéry. Vous disiez que ça a été tenté pendant la crise sanitaire, ça n'a pas marché parce que ce n'étaient pas les bonnes conditions. Quels sont les freins actuellement qui expliquent est-ce que ce sont des freins institutionnels? Est-ce que ce sont des freins au niveau des industriels? Et pourquoi permettre des exceptions si on n'autorise pas ce genre le retraitement des DM? Pour le moment, la loi est claire. Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique en France est interdit. Point. Il faut dire qu'on a un passé qui est peut-être pas évident non plus. Hein. La clinique du sport, peut-être pour certains ça n'évoque rien, mais pour moi ça fait partie de. C'est quand même, il y a eu quand même plusieurs problèmes à certains moments. Alors aussi peut-être mélangés avec d'autres dossiers sur le prion, le VIH, enfin. La vache folle, enfin tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a un moment donné où, si vous voulez, tout se mélange, on a un petit peu peur. Moi, j'ai tendance à le prendre effectivement comme un manque de confiance de la part de nos instances officielles, puisque ça réussit dans certains pays. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner ailleurs. Mais lorsque j'en ai rediscuté, alors on parlait de la SF2H, ils sont très partagés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, ils sont quand même partagés. Même mes collègues qui sont responsables des stérilisations centrales, si vous voulez, eux aussi s'interrogent. Je pense qu'il y a beaucoup, si vous voulez, de difficultés à se remettre en question aussi. Hein. Alors, il y a eu une approche qui a été faite par une des fédérations d'hospitalisation auprès du SNITEM. Le SNITEM a retourné une réponse qui a été un petit peu longue et a dit qu'il n'y a pas d'unanimité au niveau de notre groupe. Donc, vous voyez, je pense que toutes les raisons, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le détail, parce que je crois qu'il y a un petit peu de tout. Le passé, l'histoire, les habitudes des gens, l'industrie qui n'est pas trop pour. Voilà. Donc pour le moment, c'est un petit peu... On a eu des rencontres avec des conseillers. J'ai participé à plusieurs rencontres. UniHA avait essayé de faire des démarches il y a déjà presque 7-8 ans auprès de la DGOS. Et bon, on nous a écoutés gentiment. Il n'y a pas eu de suite.
On a repris nos bâtons de pèlerin avec le groupe qui avait travaillé aux Hospices civils de Lyon et auquel participaient toutes les fédérations. On a été reçus à 2-3 reprises, mais c'est pareil, si vous voulez. Alors, c'était des conseillers du ministre, il y avait la DGS qui était présente plutôt que la DGOS, et voilà, et ça n'a pas été plus loin. Et voilà, on en est là pour le moment. On n'a pas avancé, et en fait, on n'a pas, si vous voulez, il n'y a pas de justification de la part de ceux qui nous ont écoutés en disant non. On nous demande, je ne sais plus, la dernière missive du ministère demandait pratiquement prouver que ça pose pas de problème. En gros. Voilà, ça pose pas de problème dans d'autres États, mais chez nous, oui, en France. Donc, il faut croire qu'on doit avoir quelques problèmes. Je ne sais pas. Oh, je suppose, à un moment donné. Vous savez, tout ce qui est directive plastique, ça existe au niveau de l'Europe. Alors, pour le moment, on a dit pas d'interaction avec tout ce qui est produits de santé. Mais à un moment donné, à mon avis, si vous voulez, ça se débloquera. Ça ne peut que se débloquer. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion, c'est ce que je disais, et c'est un petit peu, vous me confortez dans cette idée, c'est qu'un hôpital, il faut qu'il ait le courage de reprendre un petit peu toutes les catégories de produits, d'équipements, de textiles, de non-tissés, de pays, d'équipements de protection, etc., de dispositifs médicaux, et qu'il fasse le tri. On reprend du réutilisable, on prend de l'usage unique qu'on jette, et on prend de l'usage unique éventuellement, pourquoi pas, qu'on pourrait retraiter. François Roch, je suis chirurgien cardiaque en Martinique et je représente la Société française. Je représente la conférence des présidents de CME avec un groupe développement durable qui vient de se monter. Vous donnez l'exemple de ce qu'il faut faire en réunissant les sociétés savantes. C'est-à-dire que là, on sort de la logique d'armée mexicaine et on commence à se regrouper pour aborder le sujet. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut mettre les doyens pour la formation. Il faut mettre les hôpitaux avec la Fédération hospitalière de France, avec les conférences de direction générale, les conférences de présidents de CME. Il faut mettre aussi les associations françaises de directeurs de soins qui peuvent participer. Il faut mettre les collèges des ARS. Il faut que le groupe de pression qu'on exerce ne soit pas erratique en allant tous, chacun à notre tour, aller voir le ministre pour lui dire qu'il faut qu'il change sa façon de faire. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Et en une fois, pour réussir à convaincre, en expliquant que si les experts nous disent qu'il y a 1000 jours pour sauver la planète, notre boulot, nous, on doit le faire. Et ce n'est pas des gens qui auraient peur qu'éventuellement le prion revienne qui doivent nous bloquer. Je pense que la seule manière d'y arriver, c'est que nos organismes de lobbying soient connectés et tous ensemble pour réussir à produire un bras de levier pour changer la réglementation. Voilà. Alors... La question, c'est est-ce qu'on considère que le sujet dépasse les individus qui doivent le porter, et est-ce qu'on joue à qui c'est qui pisse le plus loin entre nous pour savoir qui c'est qui va le porter, ou est-ce qu'on dit simplement il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille tous, un point c'est tout. Donc nous, au niveau de la conférence des présidents de CME, on est prêt à collaborer à une action commune qui monte une structure unique de lobbying, qui sera une structure de lobbying up-down pour pouvoir diffuser dans les hôpitaux la bonne parole qui nous vient des experts, mais aussi dans l'autre sens, qui va pouvoir faire remonter au niveau du gouvernement ce qu'il faut faire. Non, alors, vous prêchez un convaincu, parce que justement, j'aurais pu faire juste... l'Association française de chirurgie, enfin voilà, donc en effet, je pense que ces sujets-là ne peuvent... Voilà, je pense que ces sujets-là dépassent l'individu, dépassent notre périmètre, même si, ce que je disais, l'anesthésiste, il a des sujets très pointus dans sa discipline, dans son truc, qu'il doit gérer en interne, mais l'ampleur doit être collective, et le plus nous serons, le mieux nous serons. Alors nous, on a commencé par les sociétés savantes. Après, je vous ai dit, le CRS
a été connecté avec la conférence des doyens et donc j'ai pu participer à leur réunion sur cette implémentation à minima pour l'instant, mais ce qui est déjà beaucoup de santé environnementale pour le premier cycle. Donc voilà, je pense que je vais laisser la FHF, mais en effet, la NAP nous a contactés aussi. Je pense qu'il faut que tout le monde puisse en effet. Alors après, la grosse difficulté, le NHS, vous savez où taper à la porte déjà si vous voulez vous renseigner ou mettre pression. Aujourd'hui, dites-moi où est-ce qu'on doit déjà mettre pression. Parce que vous allez voir la DGS, ils vous disent c'est la DGOS. Quand vous allez voir la DGOS, ils vous disent c'est le ministère. Quand c'est le ministère, ils vous disent ah non, c'est pas le nôtre, c'est la transition écologique. Et puis quand vous allez voir la transition écologique, nous on donne les lignes pour toutes les filières, à chaque filière, et vous revenez au ministère. Donc voilà, donc le guichet unique, ça serait pas mal. Alors c'est vrai que depuis hier, enfin depuis l'annonce présidentielle, et voilà, ça devrait être le Premier ministre. Donc peut-être qu'on aura déjà savoir où déjà on doit taper à la porte, mais tout à fait d'accord, plus nous serons nombreux, hôpitaux, mais il y a aussi, il y a aussi les structures privées, hein, parce que voilà, il y a aussi tout le monde médical qui doit se mettre autour de cette cause-là et la défendre ensemble. Oui, pour apporter juste un élément de réponse, la FHF essaie de se structurer justement sur ces sujets, une création de comité développement durable qui est en cours d'officialisation. Voilà, acté par le CA. Et effectivement, la FHF a vocation à, de toute façon, rassembler les conférences autour d'elle pour justement porter, et les associations, évidemment, autour d'elle pour porter ces sujets. D'ailleurs, ça fait... Alors évidemment, il y a des points d'accroche sur différents sujets avec les autres fédérations, évidemment. Mais en tout cas, sur celui-là, globalement, voilà, on est plutôt voilà, tous d'accord quand même. On va tous dans le même sens. Je rejoins effectivement Patrick sur les sujets au niveau du ministère. Mais bon, la DGOS s'est saisie de ce sujet, voilà, même si ça peut paraître effectivement peut-être un peu récent, mais en tout cas, elle s'est saisie de ce sujet. Et donc, voilà, nous, on est prêts à travailler ensemble avec la DGOS, et je suis d'accord. On a déjà effectivement amorcé des réactions, notamment à certains textes, alors en fonction ponctuellement avec la conférence des DG de CHU, sur des sujets très achats un peu techniques, mais voilà, qui avaient en lien le développement durable. Donc voilà, en tout cas, nous, on est entièrement d'accord, et le but, c'est de travailler tous ensemble sur ces sujets. Il faut chasser en meute. Hein. Exactement. Et l'évangélisation est en cours. Oui. Mais peut-être que les professionnels, les médecins, la CME rajoutent quelque chose. Ah, bien sûr. Rajoutent quelque chose à l'approche, et aussi les soignants rajoutent quelque chose à l'approche. Donc véritablement, je pense que c'est tous ensemble qu'on doit gérer cette question. Et je vous rejoins. En fait, pour sortir un peu du côté officiel de ma réponse, c'est qu'il y a une myriade en fait d'acteurs sur le développement durable. On avait donc des associations assez anciennes comme le C2DS, on a eu des cabinets de conseil, on a eu des fédérations, on a eu des hôpitaux eux-mêmes qui se sont saisis de ces sujets, des EHPAD qui se sont parfois eux-mêmes constitués en association. Il y a la conférence des DGTU qui a produit un gros document récemment pour la semaine du développement durable sur le sujet. Il y a la FHF qui fait des webinaires, il y a les centrales d'achat qui font des webinaires, il y a l'ANAP qui est quand même très investi. Donc bon, c'est éclaté. Je pense effectivement, nous, c'est en tout cas parmi nos propositions. Voilà, je retourne sur le côté officiel avec les ambitions santé 2022, mais c'est vrai, on avait proposé justement qu'il y ait en fait des groupes de travail, qu'il y ait une sorte un peu de conférence des partis sur ce sujet-là, décidé à la limite par les deux ministères, ministère de la Santé et ministère de la Transition écologique, et qu'effectivement, nous, on puisse être tous autour de la table, parce qu'il y a des acteurs de poids. Il y en a d'autres qui sont plus faibles, mais c'est pas plus faibles en nombre, mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins importants. Donc, en tout cas, je vous rejoins pour finir parce qu'il est déjà l'heure, mais en tout cas, je vous rejoins, et l'idée, c'est de toute façon de tous travailler ensemble, et c'est aussi pour ça que ces conférences ont lieu, justement pour sensibiliser à ces sujets et produire aussi de la donnée. Oui, Bernard. Oui. J'ai une question à Sarah Wallen. On sait en France, on n'a pas de pilote dans l'avion et on n'a pas de politique. Et quand on s'adresse au ministère de la Santé, on n'a pas un chargé de développement durable comme on a des fois au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires culturelles.
Il y a combien de personnes au NHS qui s'occupent de cette thématique? Et comment c'est structuré au niveau? Pour qu'on puisse comprendre. Alors actuellement, il y a un an, on était l'équipe centrale Greener NHS, donc nationale, on était une 15-20aine il y a un an. Aujourd'hui, en centrale de gens qui sont dédiés sur le sujet net zéro, on parle de presque 80 personnes et on ajoute à ça peut-être une trentaine, quarantaine de postes régionaux. Un chargé de mission qui est en train d'être recruté à la DGOS. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Les deux dernières questions et après on arrêtera parce qu'il y a le prix FHF qui sera remis. Ouais, vous parlez de collectif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Time for the Planet. Time for the Planet, c'est une initiative qui a été lancée à Lyon et chacun peut être associé et ils ont fait appel aux dons. Ils ont déjà récolté 10 millions. Et le but, c'est de créer des entreprises pour régler justement les problèmes. Donc ça peut être une idée, en fait, de faire ça dans le secteur de la santé, en fait. Bonjour, Baptiste Borassino, je suis chirurgien digestif aussi, dans un centre hospitalier de plus petite taille, un centre hospitalier périphérique, disons. Donc Baptiste Borassino, chirurgien digestif, dans un centre hospitalier général de plus petite taille. Alors moi je vois tout le travail qui a été fait à Strasbourg ou dans d'autres endroits pour aboutir à des résultats qui sont hyper intéressants et qu'on a envie de reproduire. Mais ce que je me demande, c'est si ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces organisations-là reposent sur la compétence des professionnels de santé qui sont plus près du soin, les infirmières, les aides-soignants, les médecins, pour lesquels, en tout cas, moi, j'ai aucune formation initiale qui me permette de donner une compétence particulière. Est-ce que sur les regroupements, avec les associations, les sociétés savantes qui se réunissent, il y a aussi des métiers de l'ingénieur qui sont conviés, ne serait-ce que sur les ingénieurs en écologie, ne serait-ce que sur les ingénieurs de logistique de flux, on voit que c'est une vraie question, ou alors des chefs de projet qui ont une méthodologie de projet pour aider à ce que finalement les projets qui prennent presque 2 ans dans des gros établissements comme le vôtre n'en prennent pas 4 dans des établissements qui ont moins de maturité sur la démarche de projet. On va laisser Camille répondre, mais en effet, il y a des métiers qui répondent à ces questions. Du coup, je m'appelle Camille Devratte et je suis ingénieure en environnement. Donc déjà, la première personne vers laquelle vous pouvez vous tourner, c'est le responsable de votre service technique, qui aura certainement pas mal de pistes pour vous. Et effectivement, dans la pluridisciplinarité qu'évoquait Patrick tout à l'heure, il y a aussi celle des fonctions support. C'est-à-dire que un hôpital sans médecin, ça ne fonctionne pas. Sans service technique, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Effectivement, la collaboration, et voilà, chacun son métier. Nous, effectivement, on ne va pas pouvoir préconiser la pertinence du soin. Par contre, on va pouvoir apporter un retour sur l'éco-conception du coup, de l'outil, ou vous indiquer s'il va être recyclable, ce qu'on peut mettre en place. Voilà, mais là, on a parlé effectivement d'usage unique, etc. Ça peut être aussi la question des régimes réduits en bloc opératoire quand il n'y a pas d'intervention. Ça peut être tous ces enjeux-là, en fait. Nous, on ne pourra pas préconiser de faire de conseils sur le soin ou quoi que ce soit. Par contre, si vous venez vers nous pour poser des questions sur ce qu'on peut faire pour vous, parce qu'en tant que fonction support, le but, c'est de vous supporter, soignants et médecins. C'est apporter nos compétences sur la recyclabilité, sur aussi le service qu'on peut offrir à la place de l'achat, sur les réductions en termes d'énergie, sur le traitement des effluents. Voilà, toutes ces questions-là, appuyez-vous sur votre responsable de service technique. Si c'est une toute petite structure, il y a un établissement support généralement au niveau du GHT, qui pourra aussi vous apporter ou en tout cas vous réorienter. Et après, effectivement, je pense qu'au sein de ces types de structures, si vous n'avez pas éventuellement la compétence en interne au sein de l'établissement, il y aura toujours un collègue, grâce au réseau, qui pourra vous rediriger vers telle ou telle personne pour répondre à votre question.
Et c'est important aussi, je pense, de démystifier l'expertise. Finalement, des gens qui sont experts en santé et environnement dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça fait pas très longtemps que finalement ces sujets sont regardés. Et l'important, c'est de commencer quelque part, de regarder à l'exemple de Strasbourg, de regarder, il y a même des sujets qui sont même pas directement liés aux soins, qui sont sur des sujets d'immobilier, sur des sujets d'alimentation, sur des sujets de médicaments. Moi, je travaille sur les aérosols pour l'asthme. Il y a des changements très faciles qui sont bénéfiques pour le patient, bénéfiques pour les coûts. Et donc, l'important, c'est de regarder dans votre sphère d'influence. Et c'est intéressant, ces projets, vous dites que c'est que 2%, mais en fait, c'est vachement plus que ça. Parce que regarder dans un périmètre fermé comme un bloc opératoire, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Il y a à regarder la pertinence des soins, il y a à regarder quelle énergie utiliser pour chauffer, pour éclairer, pour faire marcher les machines. Il y a à regarder les kits, les dispositifs médicaux. Et je pense que voilà, l'expertise, on l'a construit tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on essaye de aussi faire des documents le plus ouverts possible, le plus accessible, de partager nos pratiques. Aujourd'hui, chaque hôpital en Angleterre a un plan de décarbonation. Donc, allez regarder ce que fait un petit hôpital en Angleterre en termes de projets accessibles, de première approche. Parce que vraiment, l'important, c'est de commencer. Et puis, quand on met le doigt dedans, rapidement, on trouve les sources, on trouve la connaissance, on trouve les bonnes personnes, on trouve l'expertise. Mais il n'y a pas un seul expert, il n'y a pas une seule profession. C'est vraiment la collaboration de tous, des soignants, des non-soignants, des ingénieurs. Et voilà, et il faut y aller, il faut essayer, puis il faut commencer. Bon, merci à nos 4 intervenants. Vous pouvez à nouveau les applaudir parce qu'ils le méritent. Je suis aussi chauffeur de salle. Merci pour vos questions également, qui étaient très pertinentes. Je vous propose donc si le sujet vous passionne, vous pouvez venir donc sur le stand de la FHF. On va remettre les 3 prix aux 3 établissements qui ont gagné donc le prix cette année pour la première édition. En tout cas, merci encore et à très bientôt.